placés dans la hiérarchie de la GNF pour leur collaboration au projet Stéphanie, pour leur complicité passive. Mais que font-ils? Bravo pour le silence révérencieux des anciens grands maîtres devant une situation qu'ils auraient été incapables de tolérer sous leur propre mandat. Comment expliquer qu'ils aient ouvert la voie à une erreur de casting de cette nature et qu'ils tolèrent sa continuation? On me dit que si parce que tous ceux qui ne font rien alors qu'ils pourraient faire quelque chose ne font rien, c'est parce qu'ils ont une stratégie. Pour moi, ce n'est pas crédible, en tout cas pas en termes d'efficience, pas en termes de résultats. Parce que ceux-là qui attendent une stratégie légaliste en quelque sorte, dans le système, ne peuvent qu'utiliser les ressorts mêmes du système, au moment voulu, pour virer un homme qui n'est que le produit de ce système. Et mettre quelqu'un d'autre à la place de cet homme qui va poursuivre l'œuvre du système. Ce gouvernement obédientiel jacobin, écrasant, contre-initiatique, et pourrait être obsolète s'il n'était en réalité inadapté depuis les origines. Inadapté et qui plus est diamétralement opposé au modèle britannique dont on essaye de nous faire croire que c'est ce modèle-là, alors que, en Grande-Bretagne, les grandes loges ont tous les pouvoirs, les grands maîtres ne sont que la sommation, les grands maîtres ne sont que la sommation des grandes loges. Et il n'existe aucun grand comité théodule pour faire des votes d'acclamation, comme en Corée du Nord ou dans le regretté Soviet suprême. Nos amis britanniques, parlons-en. Est-ce parce qu'ils ont eux aussi de gros problèmes avec leur maçonnerie, sans aucun rapport toutefois avec les nôtres, car ils élisent des dirigeants honnêtes, qu'ils n'interviennent pas? Ou est-ce parce que, comme me le suggère un frère, ils sont dégoûtés par une situation effarante et traitent le sujet par le mépris? Car des obédiences amies pourraient être fondées à intervenir, ne serait-ce que réagir sur des éléments comme la modification unilatérale d'un rituel au nom et à la gloire d'une personne, l'exposition en décor et en rituel dans les médias, pour laquelle l'ensemble des frères de l'obédience n'a pas donné accord ou mandat, ou une prise de position politique dans un journal national, en l'occurrence je pense au Figaro à propos de la burqa. Et on pourrait trouver d'autres raisons encore, plus techniques, mais tout aussi sérieuses. Savez-vous seulement, au reste, ce que peut représenter la France pour des grandes loges qui regroupent 99% de l'effectif maçonnique sur leur territoire, comme c'est le cas dans de très nombreux pays? Qu'est-ce que la maçonnerie française, morcelée maintenant en plus de 80 obédiences symboliques? Qui trotskiste, qui occultiste, qui humaniste, qui même parfois régulière de fait, et parfois régulière de fait, et de droit de reconnaissance, dirigés par des Stéphanie, des guides spirituels autosatisfaits, élus par des électeurs qu'ils ont nommés eux-mêmes. Qui sont ces guignols sinistres, couverts de choucroute en zinc doré, qui viennent apprendre à des francs-maçons, c'est-à-dire à des bâtisseurs libres, à des gens faits de la pierre franche, qu'ils ont un gourou? Il est un mot qui me revient à l'esprit, attribué à un éminent dignitaire de haut grade en Grande-Bretagne voici 10 ans. French bordel, dans le texte et avec l'accent, s'il vous plaît. Je ne cite pas l'auteur, il ne veut pas y être mêlé au bordel, justement. En vous rappelant qu'il y a une différence énorme entre reconnaissance et régularité, j'ai le regret de vous dire que, de fait, il n'y a plus de maçonnerie régulière en France depuis de nombreux mois. En tout cas, pas là où on croit. Il y a un French bordel, composé d'environ 70 groupuscules hurluberlus, pour la plupart en tout cas, et d'une dizaine de majors, dont le numéro 2 en effectif, la GNF, travaille contre ces loges, mais pour les abonnements dans les grands hôtels de certains apparatchiks, leurs avions première classe,
leurs ambassades byzantines, leurs armées Playmobil habillées en dindon, composées, hélas, pour une partie, d'une certaine quantité d'ignares cyniques, d'imbéciles flattés par des médailles que rien ne leur a méritées, et de ces reptiles à réseau à qui l'antimaçonnisme doit tant. J'ai décidé de ne plus relayer en détail, pour le moment, les opérations d'opposition à cet état de fait. D'abord parce que je ne suis pas blogueur professionnel, et je n'ai pas le temps. Je dois en effet travailler pour payer moi-même mon train de vie babylonien. Ensuite parce que la GNF ne me concerne plus administrativement. Enfin parce que j'ai un peu l'impression que certains des hauts mutins, si on peut les appeler comme ça, n'ont d'autre ambition que de prendre la place, même en toute bonne foi, pour récupérer un système qu'il faudra pourtant bien ou réformer en profondeur, ou abandonner, pour faire de la maçonnerie ailleurs, ou carrément détruire pour le régénérer afin de concevoir un nouveau modèle administratif plus conforme à la vocation de la pure maçonnerie spirituelle. La pure maçonnerie spirituelle, telle que nous la vivons, ou que nous ambitionnons de la vivre depuis des décennies, voire des siècles, requiert l'intimité de ce laboratoire ésotérique qu'on appelle une loge. Elle exige la discrétion pour préserver les travaux, les illusions du dérisoire, du règne de la quantité, de la société du spectacle et de la mondialisation de la connerie. Chaque maçon qui se rend en loge y accomplit des actes justes à partir du moment où ils sont rituellement récurrents et réguliers, mais aussi non pollués par une heure de lecture de décrets à la con, détachés de la contingence économique, du management, de la performance, de la statistique, des défilés de mode. Il n'y a pas de place en maçonnerie pour les marchands du temple, ni pour les pharisiens en tablier à 2000 € qui prêchent l'amour devant les caméras. Il faudra bien qu'émerge du bourbier un grand maître qui sera légitime dans la mesure où il sera élu par sa grande loge plénière, comme cela se fait partout ailleurs, qui cantonnera son rôle moral à servir de garant de l'éthique constitutionnelle de la régularité, qui fera remplacer les ampoules électriques sans en parler dans les journaux, qui aidera les loges et soutiendra de toutes ses forces avec des moyens mutualisés pour avoir des locaux vraiment adaptés à leur travail, si elles n'arrivent à en trouver elles-mêmes, qui laissera les véritables ordres initiatiques terrestres administrer le rite, et dans un esprit de séparation nécessaire et vital des pouvoirs spirituels et temporels, laissera des chercheurs honnêtes et des sachants proposer des voies ritueliques qui ne seront pas là pour servir l'image d'un potentat, mais uniquement pour le bonheur des loges. Et surtout, un tel grand maître devra se faire un devoir de disparaître du paysage. Dans toutes les mauvaises mythologies politiques que l'on fait avaler aux nouveaux arrivants à la GNF comme autant de couleuvres depuis plusieurs décennies, il en est une qui touche le pompon. La GNF serait un ordre. C'est n'importe quoi. Et cela pourrait refléter la volonté de manipulation des esprits, si c'était peut-être simplement que l'effet de l'illettrisme crasse une grande partie de l'élite administrative en matière de maçonnerie, d'ésotérisme et de spiritualité. L'ordre spirituel du cosmos ne s'enferme pas dans une association loi 1901. Il emprunte le véhicule, le vecteur d'un ritem, c'est-à-dire d'un ensemble de rituels organisés pour véhiculer ce mythe. Ce mythe qui est narré par le moyen de l'ésotérisme. Ce mythe qui est une base de la contre-culture qu'est l'ésotérisme et qui sert de pendant à l'autre vecteur exotérique qui narre le même mythe, mais par le biais de la religion, par le biais de la bourgeoisie.